bon après-midi, où que vous soyez. Bienvenue à la série de webinaires d'Excellence en Santé Canada sur le vieillir chez soi. Je m'appelle Andrea Pichet. Mes pronoms sont elle, là, et là, j'ai le plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. À notre arrivée, je vous invite à cette série, pour celles et ceux qui n'ont pas participé à cette série de webinaires bien vieillir chez soi. Donc, c'est une série qui vise à explorer un large éventail de sujets, à partager des histoires et réussites ainsi que des leçons tirées d'initiatives qui soutiennent les personnes aînées afin qu'elles puissent vieillir à domicile avec de bons soutiens. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance assurée par Boost Events, une filiale de Boost Lingo. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Si vous ne le voyez pas, veuillez sélectionner le menu avec les trois petits points, plus, et choisir l'interprétation. Si vous avez besoin d'assistance à tout moment durant ce webinaire, vous pouvez contacter le soutien technique via la fonction de clavardage direct. Nous vous invitons également à partager vos questions et commentaires à tout moment dans notre boîte de clavardage en anglais ou en français et nous vous encourageons tous à participer à répondre aux commentaires et à poser des questions dans le clavardage comme vous le souhaitez. Nous relierons autant de vos questions que possible à nos conférenciers lors de la séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Si nous avons plus de questions que de temps, nous enverrons les réponses complémentaires dans notre courriel de suivi après l'événement. Cette séance est enregistrée et nous partagerons un lien vers l'enregistrement dans les semaines à venir. Je souhaiterais commencer en reconnaissant que nous nous réunissons sur les terres habitées par les peuples autochtones depuis toujours. En particulier, je tiens à souligner que je me joins à vous depuis Grimsby en Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, Ojibwe, Chippewa est couvert par les traités de l'eau-Canada. Là où j'y vis, les signes de l'automne commencent à apparaître derrière les feuilles. Ça commence à prendre une touche de couleur. Les pommiers et les poiriers sont pleins de fruits. Pour moi, le mois de septembre est un mois qui est toujours occupé, un mois pour les nouveaux commencements, et je suis reconnaissante pour ce rappel, pour l'importance de la communauté, pour récolter et célébrer l'abondance que nous jouissons, dont nous jouissons. Et ça va nous aider à entrer dans le thème de ce webinaire. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à vous présenter dans le clavardage et à nous indiquer les terres depuis lesquelles vous vous joignez à nous aujourd'hui. Merci à mes collègues à l'arrière-plan qui ajoutent le site Nativeland dans le clavardage si vous souhaitez en apprendre davantage sur le territoire depuis lequel vous vous connectez. Nous sommes très reconnaissants à nos oratrices aujourd'hui et nous allons enregistrer le clavardage pour nos oratrices. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos conférencières pour aujourd'hui, Hélène Lightfoot et Anne Miller. Hélène est spécialisée en travail social et en engagement communautaire. Elle est consultante principale en pratique chez Assisted Living Alberta dans le cadre de l'initiative Connecting People and Community for Living Well. En adoptant une approche basée sur les atouts, elle collabore avec les équipes communautaires rurales multisectorielles afin de soutenir le bien-être des populations locales mal desservies. Anne est consultante principale chez Constellation Consulting. Elle détient une maîtrise en politique publique et administration publique avec une spécialisation en leadership et prise de décision. Elle est évaluatrice accréditée par la Canadian Evaluation Society et praticienne de niveau 3 ainsi que formatrice agréée par le réseau international de valeurs sociales. Elle a mené des recherches, des évaluations et des analyses pour ce groupe. Donc, Hélène et Anne, bienvenue. Donc, je vous donne la parole à vous deux. Merci beaucoup, Andrea. Andrea. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodologies de
retour sur investissement social, donc le rendement social de l'investissement. Merci beaucoup, Andrea, pour cette belle introduction. Nous allons faire une présentation. On va voir un aperçu de la méthode du RSI, puis on va présenter des exemples d'utilisation de la méthode du RSI pour voir comment elle est utilisée dans le secteur et comprendre la valeur de différentes initiatives communautaires. Donc, une initiative est menée par Hélène, elle va la présenter en plus de détails. Puis, on aura une partie questions et discussions parce que pour certains d'entre vous, c'est nouveau et peut-être que vous aurez des questions. Alors, je suis consultante principale chez Constellation Consulting Group. Nous faisons des recherches avec l'évaluation dans l'évaluation et l'analyse dans le domaine du rendement. Nous sommes dans le réseau canadien. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir de nouvelles ressources sur le site web pour voir s'il y a des formations, pour vous enregistrer pour des webinaires. Nous allons aussi vous envoyer ces ressources-là avec cette diapositive, cette présentation à la fin. Je donne la parole à Hélène. Merci, chers collègues. Donc, je suis directrice de cette initiative. Nous apportons soutien aux communautés rurales de l'Alberta. Nous avions reçu un financement en 2020. Nous avons fait beaucoup de recherches à ce moment-là. Nous essayons de faire fonctionner plusieurs secteurs au sein de notre initiative au niveau communautaire. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaye de voir ce RSI, ce retour, ce rendement social de l'investissement. Donc, Anne et son groupe sont rares. Il n'y a pas beaucoup d'experts dans ce domaine. Donc, nous étions très contents de trouver un partenaire avec lequel on pouvait construire quelque chose. Alors, on va faire un petit aperçu du RSI. Alors, euh, cette analyse est une analyse qui touche à plusieurs secteurs, mais elle diffère d'une analyse classique de rendement. Nous ne cherchons pas la valeur économique dans un système, nous essayons de voir des valeurs plus vagues, nous essayons de voir comment traduire la valeur sociale. Nous essayons aussi d'incorporer des choses comme les valeurs environnementales dans notre proposition. Donc, c'est un peu différent aussi dans la mesure où ça se concentre beaucoup sur les parties prenantes. Donc, nous ne regardons pas beaucoup la valeur qui revient au gouvernement ou à l'investisseur. Nous regardons ce qui revient vers les parties prenantes. Qu'est-ce qu'ils vont gagner de cet investissement social? Donc, il peut y avoir différentes analyses pour les mêmes parties prenantes parce que la même chose peut créer un rendement pour le gouvernement, mais en parallèle, elle crée un rendement pour les parties prenantes. Nous essayons de comprendre la valeur des résultats, c'est-à-dire il n'y a pas que le changement et la valeur du changement. On dit aussi, si on ne faisait pas les choses qu'on fait, comment est-ce que la situation serait? Et donc, comment éviter ce genre de situation? Et c'est comme ça qu'on arrive à dessiner ou à prendre une image globale de la valeur sociale. Si on va à la diapo suivante. C'est une méthode normalisée à l'échelle internationale qui il y a donc des standards, une pratique standardisée et en général, il suit ces 6 étapes.
Si vous avez déjà fait ce travail d'évaluation, vous allez constater que les premières étapes ressemblent à toutes sortes d'évaluations. Donc, si vous êtes déjà en train de faire un travail d'évaluation, ça peut donc vous donner un peu d'avance puisque les premières étapes sont les mêmes. Donc, la première étape de cette analyse, c'est de définir le champ d'application et les parties prenantes. Donc, on parle du lorsqu'on parle du champ d'application, il y a des choses auxquelles on doit réfléchir. Par exemple, le cadre temporel et l'investissement que vous allez faire. Des fois, si c'est un programme scolaire, par exemple, on considère l'année scolaire. Il y a des initiatives qui sont sur plusieurs années et donc l'échelle temporelle est plus large. Il y a plus d'années qui sont concernées. Donc ça, c'est la première partie, la première étape. À cette étape, on doit réfléchir en termes de données. Est-ce qu'on a assez de données pour faire une analyse complète? Parce que il y a bien sûr des retours d'information de chaque initiative et il faut utiliser les données pour peupler le modèle RSI. Et donc, on peut construire sur des choses qu'on obtient de la communauté, des informations que nous obtenons de recherche. Il y a des choses qu'on arrive à prédire. Donc, il y a plusieurs exemples où on a la plupart des données, mais il y a aussi des exemples où on n'a pas assez de données disponibles. Ça ne doit pas empêcher le RSI, mais ça change tout simplement le travail d'évaluation à un travail de prédiction. Et bien sûr, avec ça, on doit toujours essayer de faire évoluer le système d'évaluation pour obtenir des données. euh, et donc là, on est avec le projet que gère Helen, on essaye de faire évoluer ceci. On est en train de faire un travail d'évaluation slash prédiction. Dans cette première étape, on essaye aussi donc de voir les parties prenantes qui seront impliquées. Des fois, nous avons une longue liste de parties prenantes qu'on pourrait potentiellement inclure et à mesure qu'on travaille sur ce processus, on peut diminuer, on peut changer, etc. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Mais lors de cette première étape, on essaie en tout cas d'avoir une idée claire sur les parties prenantes et surtout de comprendre les valeurs de leur perspective. Nous n'avons pas uniquement une seule conception de valeur. L'étape numéro 2 est similaire au modèle logique. Ça, c'est un lien entre les activités et les résultats qui proviennent de ces différentes activités. Donc, et on fait ça sur la base de parties prenantes. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez voir des, euh, des gens qui seront impactés par les programmes, des bénéficiaires. Et ça peut être fait en parallèle avec le modèle logique classique. Il peut aussi y avoir un changement par le gouvernement sur qui va accéder à quel service. Donc ça aussi, c'est important. Donc voilà, on cartographie les résultats et en général, on élabore donc ces résultats sur le moyen et court terme. Des fois, on arrive à capturer, à mesurer de manière rapide, mais des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, l'étape suivante, c'est d'attester les résultats et leur attribuer une valeur. Donc, on essaie de trouver les preuves, on essaie de voir combien de personnes va vivre quel résultat.
Donc, ça permet de comprendre le changement qui se produit au niveau de la communauté. Puis, on observe les valeurs, comment on peut représenter chaque résultat individuel. Certains résultats peuvent avoir une valeur intrinsèque, une valeur plus tangible, c'est-à-dire obtenir un travail ou augmenter son salaire, etc. D'autres résultats peuvent avoir un résultat ou une valeur plus intangible, c'est-à-dire amélioration du bien-être ou une amélioration de la santé mentale. Donc ça n'a pas de valeur intrinsèque, alors on utilise d'autres moyens pour attribuer une valeur financière ou des proxys pour représenter cette valeur. L'étape suivante, c'est très très important parce que c'est l'étape où on considère chaque résultat et voir si le changement ne s'était pas produit. Est-ce qu'il y aurait des choses positives qui se seraient passées qu'on aurait empêché? On regarde aussi si le résultat est uniquement grâce à l'investissement ou pas. On essaye de voir si ceci peut être attribué à d'autres acteurs dans le système. Et puis, on regarde combien de temps est-ce que ce résultat va se prolonger, est-ce que ça va continuer dans le futur, est-ce que ça va se réduire jusqu'à disparaître. Voilà, est-ce que il sera petit à petit abandonné, par exemple, un programme avec des personnes qui arrêtent de fumer, puis au bout de 5 ans, il n'y a que 4 personnes parmi ces 5 qui auraient continué à être des non-fumeurs. Donc on calcule le pourcentage. Puis on calcule le rendement social sur l'investissement. Et à la fin, vous obtenez un ratio, par exemple, un ratio de 5, c'est-à-dire pour chaque dollar dépensé, vous obtenez un rendement social de l'investissement de 5 dollars. La dernière étape, c'est de rendre compte, d'utiliser et d'intégrer donc l'outil pour voir le changement dans ces valeurs au fil du temps. Alors ici, nous avons... Ah, pardon, un petit peu plus sur le ratio ici. Donc on peut passer à la euh, diapo suivante après. Donc le ratio, c'est la valeur totale des résultats divisé par l'investissement total. Et donc, par exemple, un ratio de 1 par 3 signifie que chaque dollar investi crée 3 dollars de valeur sociale et économique. Donc, parmi les avantages du rendement social de l'investissement, c'est de créer une bonne communication, un bon pont de communication entre les gens qui parlent en langage financier, en langage social, en termes de changement social, un langage que les parties prenantes comprennent, dans lequel ils sont intéressés. Ça peut être des membres du gouvernement, etc. Donc cet outil peut être un excellent pont de communication et ça peut encourager donc les initiatives de changement social. C'est facile à comprendre. Ça rentre dans les détails de comment fonctionne le programme. Ça montre où exactement on crée de la valeur, si on arrive à réaliser les objectifs ou pas. Ça détaille aussi les valeurs qu'on essaye de créer et ça explique très bien cela aux personnes qui bénéficient de ce système. C'est aussi une conception assez large des valeurs. Donc, ça explique bien la valeur environnementale, la valeur sociale,
avec la valeur financière, bien sûr, mais pas uniquement la valeur financière, du coup. C'est possible aussi, grâce à ce RSI, de montrer des valeurs qui autrement seraient négligées ou omises. Ça montre bien donc aux investisseurs et aux parties prenantes les vrais et tous les avantages qui résultent de l'initiative. Je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de ces idées en esprit parce que vous avez peut-être été exposé à ce RSI par le passé et vous savez sans doute que ceci est très subjectif, pardon. Il y a beaucoup de décisions qui rentrent dans le calcul de ce nombre qui sont plutôt subjectifs. Il y a la possibilité peut-être exagérer un peu les résultats. Moi, j'ai l'impression que ça peut se transformer très rapidement en une vision idéaliste des changements sociaux, mais en fait, il s'agit finalement, des fois, il est vraiment difficile d'attribuer une valeur financière à des choses intangibles, donc on a tendance à ne pas donner leur importance à ces choses qui ne sont pas tangibles. Alors, finalement, le RSI, c'est un spreadsheet qui est très grand avec beaucoup de données et c'est assez transparent en termes de méthodologie. Donc, lorsque vous le regardez, vous allez trouver un niveau de détail qui n'est pas vraiment important et ça peut être une limite. Nous n'avons pas une base de données au Canada pour cette forme d'évaluation, donc ça limite un peu la manière dans laquelle on utilise cette méthodologie. Voilà, on va passer maintenant aux exemples. Et là, je vais donner la parole à Helen pour qu'elle nous donne l'exemple sur, ou un aperçu sur l'initiative Connecting People and Community for Living Well. Alors, j'ai décidé de partager le modèle qu'on a utilisé pour mettre en place notre initiative. Nous travaillons avec quatre équipes, santé, communauté, partenaires sociaux. Donc, on les rassemble pour prendre des décisions, fixer les priorités pour les communautés desservies et leurs communautés. Nous nous focalisions sur les personnes atteintes de démence, mais nous nous sommes un peu élargis maintenant vers d'autres populations. On essaie d'impacter le bien-être des individus, des communautés, mais aussi des équipes qui font le travail. Nous croyons que si ces équipes sont bien soutenues, ils pourront mettre en place ces soutiens dans le cadre de leur communauté. Nous avons euh, incorporé de nouveaux partenaires aujourd'hui. Healthy Aging en Alberta, les fournisseurs de soins en Alberta, etc. Nous travaillons avec la communauté, c'est là où la connaissance est, et ils apportent aussi la voie de l'expérience à ce travail. Ils nous donnent la manière à suivre pour effectuer ce travail. C'est vraiment un travail qui est poussé par la communauté. Nous facilitons, mais c'est eux qui menons. Nous avons développé un ensemble de ressources avec l'équipe et maintenant nous avons identifié un cinquième domaine d'apprentissage pour que l'équipe soit réussisse, pour que l'équipe réussisse. Et c'est là, il y a beaucoup d'avancements qu'on fait dans le domaine du soin focalisé sur les personnes. Et ayant dit cela, je vais rendre la parole à Anne. Merci, Helen. Donc, on va retourner maintenant à 2022.
2021. Donc, nous avons considéré l'initiative Connecting People and Community for Living Well. Nous avons effectué une analyse de prévision. C'était basé sur la mise en œuvre de l'initiative dans différentes communautés, donc des communautés rurales en Alberta. Nous avons considéré les investissements, les résultats émanant de ces investissements de la période de mars 2022 à mars 2023. Et au sein de cette analyse, les parties prenantes, c'était les personnes atteintes de démence dans les communautés rurales. Il y a les personnes proches aidantes et personnes atteintes de ces personnes atteintes de démence dans les communautés rurales aussi. C'est vraiment les bénéficiaires directs de cette initiative. Puis, il y a les membres d'équipes communautaires multisectorielles avec lesquelles cette initiative fonctionne. Nous avons essayé de voir les effets de cette initiative sur d'autres communautés au sein de ces mêmes communautés. C'est les communautés rurales elles-mêmes et puis les systèmes et services gouvernementaux, sans oublier les organisations communautaires dans les communautés rurales. Alors, diapo suivante. Alors, pour la partie cartographier les résultats, nous avons eu les résultats cartographiés à l'aide des éléments suivants. Donc, revue des recherches antérieures qu'on avait faites au début de l'initiative lorsqu'on a fait une étude retour sur investissement pour voir les interactions dans le cadre du secteur de la santé. Nous avons utilisé des informations qui avaient été déjà créées pour cette étude-là, y compris certaines estimations sur comment certaines personnes au sein de la communauté vivent avec la démence ou prennent soin de quelqu'un qui est atteint de démence. Nous avons vu les évaluations existantes au sein de ces initiatives pour voir les perspectives des différentes parties prenantes pour obtenir un retour donc des personnes qui sont impliquées dans la communauté. Et on a demandé donc à Helen et à ses collègues qu'est-ce qu'ils ont observé sur le terrain. Donc, comme exemple, pour les personnes qui sont atteintes de démence, qui vivent dans les communautés rurales, donc, nous avons eu des résultats comme l'amélioration du bien-être grâce à un meilleur accès aux programmes et aux activités et à une plus grande capacité à y prendre part, une inclusion accrue dans la communauté, les programmes, réduction de l'exclusion, de la stigmatisation, une capacité accrue à s'adapter et à gérer les changements liés au diagnostic, capacité accrue à bien vivre plus longtemps chez soi et dans la communauté, meilleure reconnaissance des forces et des contributions, plus grande attention portée à la santé et au bien-être grâce à une approche globale, etc. Donc ensuite, nous avons essayé de comprendre combien de personnes peuvent vivre ces résultats. Et c'est là où nous avons utilisé la cartographie. Nous avons utilisé les données qui sont déjà incluses dans l'étude RSI. Nous avons utilisé les données de suivi et d'évaluation et les estimations de prévision prudentes. Nous avons innové sur les choses qui n'étaient pas déjà remplies par les chercheurs. Et c'est là où l'analyse est devenue une sorte de prévision qu'elle a continué. Elle s'est étendue sur les provinces et elle a évolué vers un modèle d'évaluation où on travaille de manière plus étroite avec l'équipe d'évaluation. Alors, pour la valorisation de ces résultats ou attribuer une valeur aux résultats, nous avons mis à profit
les études de RSI similaires disponibles de manière publique, des données publiques, et nous les avons intégrées dans le modèle. Donc, diapo suivante. Il y a eu des estimations qui ont été faites et des tests, et si nous n'étions pas convaincus que les résultats se devaient aux initiatives, eh bien, nous avons inclus des comptes sur les valeurs des résultats, et alors nous pouvions voir si les estimations se basaient sur les erreurs, et on pouvait faire des estimations raisonnables sur les analyses. Et si on passe à la diapositive suivante, on voit les résultats, la partie amusante. Et l'analyse alors révèle qu'en 2023, l'initiative crée plus de 6 dollars de valeur sociale pour toutes les parties prenantes énumérées dans la partie que je vous ai présentée. Et après, on peut voir comment cette valeur est séparée dans les différents groupes. On voit ici donc les différents systèmes et il y a beaucoup de valeurs qui revient dans les communautés, qui est vécue par les membres de la communauté. Et je dirais qu'on a pu, bon, il y a pour le gouvernement, on a pu leur dire, voilà, ça c'est le retour pour vous, mais c'est pas l'histoire complète. Il s'agit aussi de comment les communautés tirent profit et les valeurs vécues par les communautés. Et il y a encore un exemple aussi que je peux vous présenter. C'est une approche différente et on peut voir donc ici il s'agit d'une méthodologie avec la Brenda Strafford Foundation à Calgary. Euh, et on peut voir donc les caractéristiques du programme, pas forcément pour les foyers à long terme, mais pour les membres des communautés qui peuvent vivre peuvent voir leur expérience. Et moi, je voudrais dire que cela présente aussi une gamme assez ample. Euh, Ils avaient une subvention pour des matériels euh, concernant les communautés orientées sur la démence. Euh, voilà, maintenant c'est sorti du programme. Oh, pardon, c'est dans les programmes orientés sur les adultes. Eh bien, cette analyse est un processus d'analyse de prévision évaluative et il y avait certains résultats qui étaient plutôt dans cette prévision, dans cette situation. Et on veut parler on va parler d'une étude de cas dans l'un des foyers parce que il y a des caractéristiques innovatives sur comment elles administrent les soins à long terme. Et l'une des choses qu'elle voulait souligner, euh, c'était sur comment faciliter les programmes au sein des installations, des établissements. Il y a eu 4 communautés qui étaient en train de faire l'expérience des programmes pour voir ce qui se passait dans les foyers. Vous voyez donc la Brendan Stratford Foundation qui travaillait sur le vieillir en bonne santé, la socialisation et différentes choses du genre. Les résidents et les participants
participants du programme pour adultes de la communauté. Et alors, pour connecter les parties prenantes, nous avions les membres des familles et les soignants et les personnes importantes des résidents. Et on avait aussi, on a parlé à bénévoles, on a compris qu'il y avait une expérience très unique pour les bénévoles et les et à cause du financement qui vient des services de santé d'Alberta, ils ont souligné que les services du gouvernement voulaient s'assurer qu'il y avait une analyse. Et pour cette analyse, on fait toujours, on regarde, disons, quelles sont les autres initiatives qui existent. On a regardé dans les recherches enfin, les études qui existent. Et il y avait un foyer qui avait beaucoup d'informations sur ce qui se passait avec les résidents et avec les participants du programme. Et on a pu arriver à des conclusions basées sur les mesures des évaluations. Donc, on a fait des entretiens avec les membres des familles, les bénévoles, et on a eu des discussions de groupe avec les participants au programme d'aide aux adultes, les résidents et les membres de la famille des résidents à ce foyer-là. Et cela nous a aidé à former à une carte des résultats et voir, donc donner des valeurs aux résultats. Si on passe à la diapositive suivante, on a un autre exemple des résultats qui sont cartographiés dans cette analyse. Euh, des résultats genre le maintien ou l'amélioration de la qualité de vie ou la réduction du taux de déclin potentiel de la qualité de vie, la capacité à profiter pleinement de la vie. Et ça, on a aussi parlé, enfin, il s'agit même pas de maintenir ou améliorer la qualité de vie, mais c'est euh, à l'atténuation des risques sur le déclin de la qualité de vie. Et donc, il y a ce taux réduit du déclin potentiel et aussi la santé physique. Et tout cela a été donc inclus. Et si on va à la diapositive suivante, on peut voir aussi pour comprendre combien de personnes ont vécu ces différents résultats. Donc, on avait pas mal d'informations, de l'évaluation sur des enquêtes auprès des résidents. Et on a aussi examiné des rapports et c'était informé par tout cette questionnement auprès des parties prenantes. Après, on a vu des études précédentes et puisqu'on a fait pas mal d'études auprès des parties prenantes, on a pu voir pour être sûr que toutes ces opinions étaient prises en compte dans les analyses. Et après, auprès des RSI, après, on a commencé à voir on a utilisé les résultats de l'évaluation et des recherches antérieures et parce qu'on avait des estimations qu'on avait. Et à la fin, les résultats de cette analyse ont indiqué que pour chaque dollar qui avait été investi dans le Beauview Manor, euh, près de 2,50 $ en valeurs économiques et sociales sont créés. Et ici, c'est réparti entre les groupes de parties prenantes et on revient au service de santé d'Alberta et des services gouvernementaux, mais toutes les parties prenantes qui sont dans la carte l'ont vécu une portion différente de l'analyse RSI et on a fait plus d'analyses au sein de cette étude pour voir le programme en soi parce ils avaient trouvé que dans ce programme en concret, ça devenait de plus en plus difficile de justifier l'utilisation de l'espace et le financement pour faciliter ce programme. Donc, on a examiné donc cette analyse RSI
pour voir le programme de jour pour adultes et la proportion des programmes pour essayer de trouver. On a vu qu'il y avait une valeur ajoutée de 22% pour le programme et je pense que cela prouve la valeur de cette connexion à la communauté. Et après, on a séparé les deux composants du programme à Beauview Manor sur la base de l'investissement qui a été dédié à chaque programme et à chaque composant. Et il y a donc les soins à long terme qui ont toujours un niveau positif, mais après le programme de jour pour adultes, il y a très peu de coûts pour la facilitation et donc ils ont pu prouver que le programme contribue au Beauview Manor d'une manière efficace euh, et que c'est donc logique d'avoir cette connexion à la communauté de manière continuelle. Et donc, c'est un bon exemple. Voilà, c'est tout. C'est tout pour la présentation. Et on aimerait écouter vos questions, vos idées. Voilà. Merci à vous tous. J'ai déjà vu certaines réactions sur le chat, sur le clavardage, donc merci beaucoup. Merci à vous deux. Je pense que les personnes sont très engagées avec ce contenu. Les personnes disent qu'elles sentent que c'est vraiment l'avenir de l'évaluation. Et je pense que ce que l'on voit, ce que l'on entend avec les personnes qui travaillent dans cet espace, c'est que les personnes travaillent dans la communauté et ils savent que l'impact se trouve là. Ils pensent que ça a un impact sur le bien-être et la qualité de vie des personnes avec lesquelles elles travaillent. Ils savent que cela a un impact sur les bénévoles et que cela réduit la quantité de services de santé qui sont utilisés. Ils ne savent juste pas comment le quantifier. Ils ne savent pas comment le communiquer de manière que les personnes qui typiquement reçoivent ce soutien financier l'utilisent. Je pense que c'est le bon parce que c'est pour ça que les personnes sont si enthousiastes parce qu'ils se voient et se voient reflétés dans ce travail. Et les questions arrivent. L'une a déjà été répondue dans le clavardage. Une autre question qui est apparue. Lorsque vous dites qu'il y a des études semblables, ce sont les mêmes que vous avez déjà fait ou votre entreprise l'a fait ou vous avez publié des rapports. Euh, et on a répondu qu'en fait, il s'agit d'articles publiés, y compris du travail que vous aviez déjà fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à cette réponse? Non, je pense que parce qu'il n'y a pas tellement de travail RSI en Canada, je pense que c'est utile de faire de la recherche. Il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches sur les valeurs dans les communautés pour pouvoir renforcer les pratiques communautaires. Donc, je pense j'encourage les personnes à se connecter avec la valeur sociale au Canada. Il y a beaucoup de travail qui se réalise en RSI au Royaume-Uni et on peut regarder ces modèles juste pour comprendre comment les résultats sont cartographiés, comment ils recherchent la valeur et pourquoi la valeur, par exemple, à Beauview Manor, pour les soignants, il y avait un résultat concernant la réduction du temps, de l'engagement, du stress. Et donc, on a essayé de représenter cette valeur en termes de ce que ça coûterait autrement. euh, les soins payés. Et si les gens payaient ou pas, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt voir la valeur dans les communautés euh, et si la communauté donc valorise cela. Et donc cette idée est surgie d'un RSI au Royaume-Uni. Et voilà.
Donc, c'est une réponse très longue, mais la question a été plus ou moins répondue. Non, je pense qu'en fait, tu as ajouté un contenu important. Et les questions reviennent de façon rapide. Les personnes sont très intéressées par les détails. Et quelqu'un a demandé si tu pourrais recommander un cours, une activité pour les nouveaux RSI. Ah, c'est une excellente question. Euh, bon, ah, il faudrait voir, c'est-à-dire, on peut voir aussi, enfin, dans l'email de suivi qu'on a envoyé, on peut voir aussi, on peut penser pour voir comment les chiffres fonctionnent. Euh, oui, en fait, on peut aussi voir des entraînements pour voir comment calculer les choses. Ça, c'est quelque chose sur qu'on peut se connecter. Mais pour l'entraînement, il y a différents types d'entraînement ou de techniques d'évaluation. Euh, oui, donc on verra ce genre de ressources. Et quelle est l'attente d'engagement économique pour une communauté de 1000 personnes pour faciliter? En fait, ça, c'est très difficile à répondre sans connaître davantage de détails. Parfois, cela peut être d'une manière efficace. Oui, enfin, on voit que cela peut être 300 $, ça peut augmenter à 60 000 $. Ça dépend de l'initiative, ça dépend de combien de travail un groupe peut prendre en termes de données, etc. Parfois, je travaille aussi avec des groupes où les personnes font la majorité du travail et je les aide. Et parfois, ce genre de services peuvent réduire le coût. Et ouais, donc ça peut être un peu difficile pour certaines communautés. On peut voir que parfois on a besoin vraiment d'avoir le temps de devenir un expert pour travailler dans cette méthodologie. Alors oui, pour certaines personnes, c'est vraiment vaste, mais je pense que c'est la réalité dans n'importe quel travail d'évaluation. Et il faut aussi rappeler aux gens que HEC a un nombre d'initiatives auxquelles les personnes peuvent et donc peuvent enfin voir et par travailler avec ça, et ben on peut voir qu'on peut travailler ce genre d'activité. Donc, c'est excellent. Si vous êtes dans une initiative qui s'aligne avec le programme, il faut donc chercher ces opportunités. Une autre opportunité, c'est par exemple le programme que vous avez fait, comment vous avez pris en compte les différentes tailles de population. Eh ben, on peut voir ce qu'on fait, c'est que réellement, ça dépend de l'initiative ou des communautés. Euh, Ce sera pas toujours pareil, on n'aura pas toujours les mêmes évaluations. Comme par exemple en Alberta, le coût d'une visite, euh, si ça dépend. Donc,
il y a différents coûts, différentes valeurs que l'on voit. Et en termes de la démence, eh ben, on, on regarde vraiment ce genre de communautés qui sont déjà en train de mettre en œuvre le projet. Euh, déjà en train de voir les communautés et les données de chacune de ces communautés en termes des taux de démence. Donc, on est capable d'utiliser ce genre d'informations pour le contexte des communautés locales, pour comprendre que tout ça peut être différent selon les initiatives et pour quelle communauté cela se passe. Donc pour nous, ça dépend. On n'est pas en... Et je pense que c'est la clé pour comprendre le retour sur l'investissement. Et on a mesuré les impacts pour les systèmes. Il n'y a pas vraiment de financement pour le travail qu'on fait. Et c'est une perspective unique en termes de créer un impact pour ces systèmes. Mais en fait, l'investissement n'est pas très fort et on peut raconter cette histoire en le partageant. Merci, je pense que ça répond très bien à la question. Il y a encore deux autres questions et les personnes sont en train d'exprimer leur gratitude pour tout ce que vous êtes en train de partager avec eux. La question suivante, c'est est-ce que vous pouvez donner plus de détails concernant comment vous assignez de la valeur aux détails dans les entretiens? Alors, oui, alors Suzanne a posé cette question. Alors, oui, euh, quand on fait ce feedback, Euh, on utilise en fait ça pour aider à former ce qui est inclus dans les résultats maintenant et pour valider qu'on est en train de valoriser les choses correctement. Et parfois, on demande aux gens enfin, ces cas-là, on l'a pas fait, mais dans certains cas, on demande aux personnes quelle pondération, enfin, combien est-ce que tu imagines payer pour un service comme ça, ou combien est-ce que tu pourrais imaginer payer pour éviter un résultat différent, ou parfois il y a des mots techniques. Par exemple, si tu avais 100 dollars et tu pouvais les attribuer à ces différents résultats, comment tu le ferais pour comprendre où les personnes ressentent qu'ils obtiennent le plus de valeur des différents résultats. Et dans ma pratique personnelle, lorsque nous réalisons ce type de technique, je l'utilise surtout pour m'assurer que nous sommes en train de valoriser les choses correctes et que nous assurons à ne pas que nous manque rien dans le RSI parce que je pense qu'il est très difficile d'assigner une valeur financière à ce genre de choses, surtout si vous l'imaginez vous-même. C'est difficile de dire combien on paierait pour quelque chose, surtout lorsqu'on travaille avec des populations qui n'ont pas les moyens de payer pour quelque chose comme ça. Donc, poser cette question, c'est difficile, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, en général, moi, je pose plutôt les questions genre, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans cette initiative? Ou si on a une liste de résultats, est-ce que vous sentez que vous avez vécu ABCD ou est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous? Ce genre de questions. Et à moins que vous ayez
disons, énormément un échantillon très très grand, euh, c'est peut-être pas nécessairement les meilleures données pour un RSI parce que vous recevez typiquement énormément de choses différentes. Je sais pas. Alors, j'espère que c'était bien la question correcte. Oui, c'est excellent, merci. Et je vais rajouter une autre question ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui collectent donc des retours sur des personnes qui soutiennent de manière régulière. Alors, comment est-ce que quelqu'un va former les questions qu'il pose lors de ces évaluations afin que leurs données, disons, puissent faire partie de leur RSI? Eh bien, en fait, il s'agit des résultats que les personnes vivent, les changements en soi, peut-être pas forcément la satisfaction, même si ça peut être, enfin, il s'agit plutôt des changements que les personnes subissent. Quand je participe avec les parties prenantes, moi, je demande surtout quelle est, quelle est la situation. Si ce programme n'existait pas, quelle serait la situation? Parce que vraiment, ça peut indiquer vraiment un RSI pour les résultats. Alors, si c'était pas le cas, eh ben, je serais tellement stressée. Peut-être que je serais inquiet. Ça peut vraiment aider à souligner les différents résultats. Et ça peut vraiment être intéressant pour capter les données. Mais je pense que c'est à demander cette question aux gens peut être très utile parce que les personnes peuvent avoir une image très claire. Bon, ça, c'est la situation. Ou c'est voilà, c'est la voie sur laquelle j'étais et cette intervention a fait la différence. Merci, ça c'est très très pratique et très utile pour les outils d'évaluation. Et maintenant, je voudrais donc partager des informations sur des événements qui vont suivre et, et n'hésitez pas à partager cela dans la boîte de discussion. Merci à vous tous pour les excellentes questions. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante très, très vite, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous avez vu ça sur l'écran. Voilà, ça c'est Cap Santé, c'est notre thème et c'est toutes les voies pour Cap Santé. Tout le monde a un rôle à jouer dans la sécurité des patients. Donc, regardez dans le clavardage, vous pouvez vous inscrire dans la semaine de la sécurité des patients canadiens pour obtenir des ressources et des invitations. Et aussi, notre programme Cap Santé qui a été lancé, vous pouvez envoyer vos candidatures jusqu'au 31 octobre. Et il y a des initiatives qui vous fournissent des opportunités pour recevoir un accompagnement de coaching, des ressources, des apprentissages virtuels, des opportunités de réseautage. Et vous pouvez recevoir un soutien de jusqu'à 10 000 $. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser ces fonds pour vos objectifs. N'hésitez pas, il y aura aussi un webinaire le 2 octobre. Et il y aura aussi un webinaire le 26 novembre
Je pense que ce sera une excellente conversation concernant le futur de vieillir au Canada. J'ai hâte de le partager avec vous et nous aimerions recevoir votre retour si vous pouviez répondre à l'enquête qui est à présent sur l'écran. Donc, c'était un plaisir de vous voir. Restez en bonne santé et on aura le plaisir de se revoir bientôt.